Alors, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour, mes premières impressions sur Skyrim, The Adventure Game. Les premières impressions après quelques tours de jeu, pas mal quand même. Donc, avec découverte du jeu, recherche de points de règle parfois, explication, précision, être sûr de ce qu'on fait, qu'on le fasse bien et qu'on comprenne bien ce qu'on fait. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire en commençant un peu par le matériel, par le plateau. Je vais vous présenter comment c'est mis en place. Revenir sur quelques petits points de règle, les trucs que j'ai commencé à apprécier et ceux que j'apprécie un peu moins. Bref, vous aurez un petit aperçu d'introduction au jeu en fait. Alors, pour commencer, comment ça va se passer ? En fait, vous voyez que le plateau il est divisé en différentes régions. On a le nom des régions qui est ici, vous avez une sorte de bordure qui est dessinée. Et dans chaque région, vous avez des types de lieux en fait. Vous avez les strongholds qui sont les places fortes, ou les villes que l'on peut rencontrer. Vous avez aussi les moments où c'est un peu plus sauvage, ici, et puis différents types de lieux, en fait, ça va être des grottes, ça va être des caves, des tours, des choses comme ça. Donc c'est un symbole. Dans ces lieux-là, donc à part dans ces lieux-là, on pourra faire des explorations de donjons, un peu comme si on allait faire un donjon dans Skyrim. On y reviendra plus tard. Les petits tokens ici, donc les supports ne sont pas dedans, mais ça indique les quêtes qui sont en jeu. Donc ici sur le côté, j'ai les quêtes disponibles, ce sont des World Quests, parce qu'elles sont disponibles à tout le monde, donc tout le monde peut aller sur un lieu pour aller faire cette quête. Et de temps en temps, on peut aussi avoir nos propres quêtes, donc chaque joueur a une couleur qui va correspondre à sa sauvegarde, sa boîte de sauvegarde, et il aura des marqueurs de quêtes à sa couleur, et donc quand il a des quêtes personnelles ou des quêtes qu'il a pris en charge, il pourra utiliser ces marqueurs pour repérer les lieux. Tant qu'on est sur le plateau, donc ici j'ai une figurine d'un de mes personnages, une autre qui est ici, et en fait vous avez celle-là, donc celle-là c'est une, je sais plus comment elle s'appelle celle-là d'ailleurs, une Daedra. Donc une Daedra, en fait dans le jeu, normalement, si on n'a pas l'extension, je sais pas si vous avez vu l'unboxing, mais il y avait une extension avec des figurines dedans, je savais pas trop à quoi ça servait, si c'était uniquement pour le skirmish game Call to Arms, ou pour le jeu, et en fait effectivement, vous allez avoir des monstres errants dans le jeu, ils sont représentés par ces petits tokens là, qui sont placés à l'endroit où ils apparaissent et qui peuvent se déplacer sur la carte. Et en fait les figurines permettent de remplacer ces petits jetons là, donc c'est super sympa. Au niveau du fonctionnement, les Daedra, elles ont deux cartes en fait derrière de rencontre. C'est-à-dire que quand je vais rencontrer cet ennemi-là, si je le combats, je vais tirer une carte qui porte le numéro qui est sur le jeton. Et potentiellement, il peut y avoir deux numéros différents. Donc en fait, on jette le jeton, et selon le côté où ça tombe, on prend la carte qui correspond. D'accord ? C'est ce qui permet d'utiliser des figurines plutôt que ça. Et pour le coup, alors c'est cosmétique, mais c'est également beaucoup plus visible de voir une figurine comme ça, plutôt qu'un jeton comme ça. Et donc on a différents types de monstres errants, qui sont représentés par ces pions-là et qui ont un équivalent en figurine avec l'extension des figurines. Sur le plateau, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc au fond, on va voir en fait ici, il y a les différents types de monstres. Donc il y a 5 types de monstres. Et les 5 types de monstres, on va les retrouver sur les cartes d'exploration de donjons. Donc par chapitre, vous allez avoir une carte comme ça. Dungeon Challenge, Campaign 1, Chapter 1, qui vous dit pour tel type de lieu, on va avoir 2 rencontres, une avec un animal, une deuxième avec un animal. Ici, pour ce type de lieu-là, on aura une rencontre avec un type d'ennemi humain et un animal, et ainsi de suite. Ici, c'est mort-vivant. Ici, c'est plus des pièges, je crois. Ici, je ne sais plus. Je sais plus ce que c'est, celui-là. Des automatons, ou un truc comme ça. Et donc, ça va dépendre du type de lieu. Donc, ça veut dire que si je termine mon mouvement, je reviendrai après sur le tour de jeu qui est plutôt simple, mais ici, par exemple, ça veut dire que je vais aller piocher 2 cartes des decks qui sont au fond de ce type-là. Je vais retourner à la première carte, je vais faire une rencontre, je termine la rencontre, je fais une deuxième rencontre contre ce type d'ennemi-là, et j'aurai terminé mon exploration de donjon. Donc évidemment, je pense qu'au fur et à mesure des chapitres, ça c'est le chapitre 1 de la première campagne, chapitre 2 ce sera aussi différent, et ainsi de suite. D'accord ? Donc c'est valable pour tout un chapitre. Sur le plateau, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant ? C'est là-bas, ici. On a en fait les bastions, donc les strongholds qui sont dans Skyrim, et en fait on a 3 marqueurs. Donc là il y en a un qui est complètement barré parce qu'au début du chapitre on nous a dit que c'était pas possible qu'il y ait quoi que ce soit. Et vous avez le nom. À côté vous avez en fait les types de marchés ou les types de composants qu'on peut acheter quand on est dans ce lieu.
Donc il y a une action de marché qui est assez large, c'est-à-dire qu'on peut faire nos actions et en plus tout ce qui appartient au marché, donc acheter des équipements, en vendre, en crafter, sans limite vraiment. Et par contre, l'accès au marché va dépendre de la menace qui se trouve dans la ville. Donc en fait, on a 3 niveaux de menaces. Je vais essayer de ne pas faire plus trop la caméra. On a 3 niveaux de menaces, et en fonction du niveau de menace, donc on a instable, fermé, et rioting, donc c'est la rébellion un peu dans la ville. Et ça va créer en fait plus de menaces sur vos cartes quêtes si des bastions sont très loin en fait, sont très loin au niveau de la menace. Donc il y a moyen de se rendre dans les villes et de retirer de la menace en payant de l'or, je crois. Et cette menace, elle va arriver par les cartes événements qui sont juste ici. À chaque tour, donc avant que les deux joueurs jouent, on tire une carte événement. Ça peut être des quêtes de ce style-là. Et d'ailleurs, sur ces quêtes-là, on voit que c'est marqué, il y a les petits textes, les petits indicateurs qui indiquent qu'on doit placer 2 pions de menace. Donc on les place soit là-bas, soit sur les cartes quêtes qu'on pourrait avoir ici, chez nous, les cartes personnelles, ou sur ces cartes-là. Évidemment, les cartes, elles ont une limite de menace qui fait que si jamais on atteint la menace, bah, la quête, elle est perdue, et on a l'effet de la quête perdue. Pareil pour nos quêtes personnelles. D'accord ? Alors qu'ici, c'est pas un effet immédiat, c'est un effet sur le long terme, ça va vous bloquer l'accès au marché du stronghold, de la place forte que vous allez bloquer. Mais ça permet éventuellement de le faire et de se dire, ok, je vais mettre des marqueurs là-bas pour l'instant, pour être moins pressé sur mes quêtes, et plus tard j'irai un peu libérer ces endroits-là. Donc on a vu ici, il y a les quêtes. Hop. Et ici j'ai mes dés. Donc les dés sont intéressants parce qu'ils sont quand même au cœur du jeu pour tout ce qui va être action, combat et ainsi de suite. Sur les dés, vous avez 3 symboles différents. Vous avez celui-là qui est représenté à 50%, je crois. Celui-là qui doit être à 30% et celui-là qui doit être à 15%. Ça, il y a un exemplaire, 2 exemplaires et 3 exemplaires de celui-là. D'accord ? Comment ça se passe ? Parce que moi je vais pouvoir faire voir ça. Il faut que j'ai un test devant moi. Je vais vous faire voir un monstre. Ce qui va illustrer un monstre ou même les actions, les équipements. Donc vous voyez, sur les monstres et sur les équipements, vous avez des actions comme ça. Donc ici, là c'est pour le dé des monstres. Oui, d'ailleurs c'est un mauvais exemple de vous montrer le monstre pour les dés, hein, c'est plutôt nos actions à nous. Vous voyez qu'ici, mon épée me permet de faire 3 types d'attaques différentes. Swing, slash, parry. Et ici, vous avez le succès que vous avez besoin d'avoir. Dès que vous faites un test de compétence dans le jeu, vous avez le droit à 3 dés en fait, tout le temps. Quand on fait un test de compétence, quelle que soit la compétence, on a 3 dés qu'on lance. Et on a besoin d'obtenir, en fonction de l'équipement, du test qu'on fait, un nombre de succès. Ici, pour faire le swing, il faut que j'ai ce type de résultat, sur le lancer de mes 3 dés. Si je veux faire le slash, celui-là, sinon parry, celui-là. Et donc ça, en fonction des armes et d'autres choses, vous avez différents résultats à obtenir. Voilà, par exemple ici, j'ai un sort, le sort de retournement des morts-vivants. Hein. Lui, il me demande un de ce type-là pour réussir. Ici, 2 succès standards pour réussir. Et ici, celui-là. D'accord ? Et en fonction du sort et du résultat, et de ce qu'on utilise comme action, on aura des effets différents. Donc je rentre pas encore dans les détails du combat, mais il est assez... Pour le coup, le système de combat est plutôt bien trouvé, je pense qu'il est assez original, il est intéressant. Il est agréable à faire. C'est pas une révolution, mais c'est plutôt sympa, bien trouvé, j'aime bien. J'aime bien comment ça amené. Je ferai une vidéo spéciale sur le système de combat. Et donc on va se servir dans ces dés-là pour le faire. Et il y a un système pour les tests de compétences qui fonctionne aussi pour les compétences dans le combat, qui est en fait une sorte de push your luck, qui est de dire, en fonction du type de test, généralement on peut dépenser de l'endurance, parce qu'on va voir que sur notre personnage on a de l'endurance, pour ajouter un dé. Et donc je peux en dépenser tant que j'ai de l'endurance pour ajouter un dé. Donc dans les combats on est limité en fonction de notre niveau, mais dans les autres types de tests on peut, et chaque type de test vous indique avec quelles ressources vous pouvez augmenter votre chance. Donc ça peut être des ressources comme ce qu'on va avoir ici, hein, sur les plateaux joueurs on a des ressources. Donc ça c'est expérience, ça c'est de l'or, et ça c'est les 3 autres ressources qu'on a. On a des je sais plus ce que c'est, il y a des plantes, il y a comment ça s'appelle ?
des métaux ou des matériaux, et puis d'autres choses aussi, des cristaux. Et donc, selon les tests de compétences, parfois on pourra les dépenser pour rajouter un dé. Et le faire tant qu'on a des ressources, en fait. Dans les combats, on pourra utiliser l'endurance. Donc ça dépendra du test à chaque fois. Et ainsi de suite. Ici, ça vous indique le nombre de fois où je peux, pendant les combats, en fonction de mon niveau, pousser ma chance, justement. Pour une action de combat. Hein. D'accord ? C'est-à-dire au moment où je fais un jet de dés. Voilà. Donc c'est plutôt... Après, le système de jeu est plutôt sympathique, il est plutôt simple, je vais dire d'abord, avant d'être sympathique, c'est que vous avez un déplacement qui va jusqu'à 4 cases, qui peut être augmenté, comme ici, pour ce joueur-là, il a un cheval qu'il a volé d'ailleurs. D'ailleurs, il est recherché dans une des régions, il est recherché parce qu'il a volé un cheval, mais qui m'augmente de 1, donc je peux me déplacer de 5 lieux sur la carte. Sinon, par défaut, c'est 4. Et en plus de ça, quand vous vous trouvez dans une place forte, comme on a ici par exemple, vous pouvez vous dépenser 1 or pour aller dans une autre place forte d'une région adjacente. Et c'est à le faire plusieurs fois, vous pouvez faire 3 déplacements par exemple, de place forte en place forte. Vous ne pourrez que partir d'une place forte et arriver dans une place forte, et pas de mouvement en plus après cette place forte, mais ça permet de traverser la carte super rapidement en dépensant de l'or. D'accord ? Donc c'est une sorte de carriole qu'on prend pour traverser le pays. Donc voilà, au niveau du déplacement, c'est ça. Et une fois qu'on a fait ça, on peut prendre une action. Donc une action, ça va être selon le lieu où vous vous trouvez, soit une quête qu'on a vue sur le côté, soit une quête personnelle, comme je pourrais avoir ici, soit ça peut être un monstre errant, soit ça peut être en fonction de l'endroit où on se trouve, faire une exploration de donjon. Donc l'exploration de donjon, vous allez toucher la récompense qui se trouve sur chaque monstre que vous allez éliminer. Ça, c'est l'expérience que vous gagnez. Alors, vous ne gagnez pas toutes les récompenses, hein, par joueur, parce qu'on peut être plusieurs joueurs à faire le combat, mais chaque joueur gagnera une expérience, l'expérience indiquée, et une des récompenses qui se trouve ici. Sachant que celui qui tue le monstre, qui donne le coup final, va choisir en premier sa récompense. D'accord ? Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer des minerais, de l'or, des objets. On a plein d'objets là-bas. Ici, il y a des decks d'objets avancés, des objets basiques, les 3 decks de marché au fond qui vont dépendre de l'endroit où vous vous trouvez, parce que le symbole des marchés est indiqué ici. Et vous avez aussi également les enchantements et les améliorations d'armes et d'armure. Donc qui, contre de l'argent, ou que ça peut être sous forme de récompense d'une quête, on peut améliorer une armure ou une arme. Comme ici, j'ai amélioré une épée, qui était déjà une épée en argent. Et vous voyez qu'en fonction de ce qu'on fait, donc c'est la même carte, hein, qui peut être soit un enchantement, soit un upgrade. Donc l'upgrade, il vous permet soit d'améliorer une arme comme ça, donc ça veut dire que j'ai plus 1 à l'effet qui se trouve ici, donc ça veut dire que j'aurai 2 dégâts de ce type-là, ou 5 dégâts de ce type-là. Ou alors ça peut être mis comme ça, pour augmenter de 1 l'armure, c'était une armure que j'avais augmentée, mais là ça ne marcherait pas là-dessus, ou d'augmenter comme ça pour fortifier un équipement. D'accord ? Donc en fonction de ce qu'on va utiliser, de comment est utilisée la carte, et de ce qu'on fait, un upgrade ou un enchantement, donc le coût va être différent, enchantement, upgrade, et on va piocher une carte et puis on l'affectera à un objet qui nous intéresse. Donc il y a un système comme ça d'enchantement, d'upgrade qui est pas mal, et d'ailleurs qui permet d'avoir des armes plutôt sympas, sans aller tout le temps acheter au marché. Donc l'action, ça peut être l'exploration, les quêtes, et le combat contre les monstres errants. Et ça tourne plutôt bien. Donc les cartes, en fait, elles vont venir au fur et à mesure. C'est-à-dire sur des quêtes, comme il y a ici. Donc on est presque sur des... Là, je suis presque à la fin du chapitre 1, où je dois me réunir dans un endroit. Et une fois qu'on sera tous réunis, on va tous retourner les cartes de ce type-là, parce que les 2 joueurs ont j'ai simulé 2 joueurs ici. Les 2 joueurs ont le même type de carte, et on va retourner la carte quand on sera tous au même endroit. Sachant qu'il faut qu'on y arrive avant d'avoir des marqueurs menaces qui ont atteint ce niveau-là. D'accord ? Donc ici, par exemple, pour l'autre joueur, il a déjà 3 marqueurs de menace sur cette quête-là. Il va falloir aller au rendez-vous pour accomplir cette quête de fin de chapitre. Je crois que c'est la fin du chapitre. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois. Au niveau des plateaux joueurs, si je dois y revenir, donc comme on avait vu dans l'unboxing, on a toutes les cartes qui se mettent autour, qui sont bien placées. Donc ici, j'ai réussi à récupérer une armure, un bouclier, ça je l'avais au départ. J'avais une autre épée, celle-là je l'ai trouvée. Ça, je l'ai récupéré aussi comme un butin de combat. Ça aussi, donc on peut les vendre, on les vend au prix qui est indiqué sur le bas des cartes. Et heureusement, parce que les choses sont assez chères et le marché a fonctionne un peu de façon particulière. On va y revenir.
Ici, j'ai l'expérience. Donc l'expérience, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, celui-là, il va pouvoir... Ah oui, il va pouvoir monter de niveau, d'ailleurs, lui. Oui, il va pouvoir monter de niveau. En fait, l'expérience, vous l'avez ici. À chaque fois que vous allez obtenir ça, le plus bas chiffre, en fait, en expérience, vous allez gagner une compétence et augmenter une des caractéristiques de 1. D'accord? Et vous enlevez l'expérience. Et c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'en fait, si je dois gagner plus que le niveau que je dois atteindre, si je dois gagner un 9e point d'expérience, je ne vais pas le gagner. Je vais rester à 8, et à la fin du tour, si j'ai assez, je change de niveau. D'accord? C'est systématique. Donc, de toute façon, normalement, vous n'avez pas de raison de faire d'économie d'expérience. Le truc, c'est que par contre, si vous êtes à 7 et vous gagnez 3 points d'expérience, bah, vous en perdez 2 parce que vous allez bloquer à 8, et les 2 autres, ils ne seront pas reportés pour le prochain niveau. Donc ça permet d'avoir, on a 3 types, on avait vu qu'il y avait 3 arbres de compétences, donc 3 catégories de compétences dans lesquelles on peut récupérer celles qu'on veut en fait. Donc on peut vraiment faire nos personnages en termes de compétences comme on veut. Par contre, les compétences, elles sont limitées, c'est-à-dire qu'en fait une compétence, ici c'est en arme à une main, va vous donner un bonus de plus 1D si vous utilisez la compétence arme à une main. Par exemple ici, mon épée en argent, ma Silver Sword, il y a marqué One Handed, et ici c'est bloc. Donc pour les 2 premiers types d'attaque, les 2 premiers types d'attaque, j'aurai 1 dé en plus à lancer, donc 4 au minimum, quand je vais faire mon test, parce que j'ai la compétence. D'accord? Il y a une version légendaire de la compétence qui permet d'ajouter 2 dés. Et ça, on la débloque qu'au niveau, dans le niveau avancé. Et donc là, vous avez quand même beaucoup de compétences par rapport au nombre de slots que vous avez. Et donc votre personnage, on va falloir le concevoir d'une façon, enfin le faire évoluer dans la façon dont vous avez envie. Dans quel domaine vous voulez qu'il soit expert. Ici, par exemple, j'ai rajouté, la première compétence que mon personnage a pris, c'était le pickpocket. D'accord? Alors, pourquoi je l'ai fait? Parce que aussi, sur les personnages, vous avez des indications qui vous permettent d'avoir des bonus quand vous avez certaines compétences. D'accord? Par exemple, ici, avec la compétence pickpocket, une fois que j'aurai appris, c'est ce qui est marqué là, je vais gagner 2 pièces d'or dans chaque rencontre avec des humains, ou dans les villes, ou dans les wilderness, donc en fait les rencontres qui sont soit ici, soit dans les villes ici, ce que je peux faire, et soit quand je vais n'importe quel combat contre un humain. Je vais gagner de l'argent en plus parce que je vais refaire les poches. Donc c'est intéressant parce que l'or c'est comme un bon moyen pour récupérer des équipements et des soins. Donc ici sur la fiche de personnage on a les ressources, il y a 3 types de ressources qui vous permettent de faire du craft ou d'utiliser des tests, de pousser des tests, d'ajouter des dés sur les tests. Ici vous avez l'or, et ici les 3 compétences, donc le combat, l'endurance et la magie. Et vous voyez que sur les cartes armes, on va utiliser de l'endurance pour utiliser nos actions, c'est-à-dire que si je veux faire swing, on a vu qu'il fallait avoir un résultat comme ça pour réussir la compétence, mais il faut payer d'abord en endurance pour faire cette attaque. Donc dans les combats, c'est ça qui est assez intéressant, ils sont pas trop longs parce qu'en fait vous allez dépenser vous de l'endurance. Les monstres non, mais vous oui. Et on reviendra sur le système de combat en détail après. Donc c'est plutôt sympa en fait. Au niveau mécanique, c'est plutôt cool. Le jeu n'est pas narratif du tout en termes de texte sur les cartes, il y a un peu, c'est des petites phrases, c'est très léger. Là on va dire que c'est un gros paragraphe presque. Et c'est pareil pour les quêtes. Vous avez souvent 2 parties, une partie qui vous explique et une partie qui est la partie résolution. Quand vous retournez les cartes, vous avez un petit texte, 3-4 lignes, gros maximum, et ça vous poursuit. Donc vous avez vraiment on vous explique ce qui se passe, grosso modo, mais c'est pas une grosse narration. Donc vous pouvez facilement vous faire l'aventure dans votre tête. Donc pour l'instant ça va, ça se passe plutôt bien et c'est plutôt agréable. Alors par contre, je joue 2 personnages, et donc à plusieurs joueurs il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si en solo c'est agréable de jouer 2 personnages, parce que du coup, même si on a une quête, on est ensemble, et la quête globale doit se jouer ensemble. Par contre, vos différentes petites aventures, vous y faites moins attention, parce que justement, parfois c'est difficile de savoir qu'est-ce que j'ai fait avec l'un, qu'est-ce que j'ai fait avec l'autre, et je m'en rappelle pas beaucoup en fait. Je me rappelle plus des petites aventures qu'ils ont eues. Ça se trouve en solo pur, ça marcherait très bien. C'est un petit détail. Après, c'était une question d'habitude aussi sur le jeu. Je me suis assez concentré sur les règles et sur comment bien jouer. Donc voilà, c'est une question d'habitude. Ici, vous avez des tas de cartes, justement, quand vous faites une rencontre dans une contrée sauvage ou dans une ville, vous pouvez tirer une carte là-bas. Ça vous permet d'avoir des quêtes supplémentaires, de rencontrer des PNJ, des choses comme ça. Voilà, ça peut vous apporter des points, de l'or ou rien du tout. Ça peut vous faire perdre des choses aussi. Les monstres, ah oui, on pourrait revenir pendant le combat. Vous avez en fait un dé spécial pour les monstres, vous avez un dé rouge
qui est le dé de combat du monstre. Le combat, comment ça se passe? Ici, vous avez l'armure du monstre, et il peut y avoir plusieurs types d'armure. Ici, en fonction du dé du monstre, ce qu'il va faire comme action, et ce qu'il va faire comme dégâts. D'accord? Sachant que si vous n'obtenez pas le symbole, ou alors une face blanche, il a raté son attaque. Le type d'armure est important, parce que si vous faites un type de dégâts dont il n'a pas l'armure, en fait, vous allez choisir un des deux types d'armure, vous allez faire descendre d'autant que vous avez fait de dégâts. Alors que s'il a le type d'armure qui correspond à vos dégâts, vous allez déduire de vos dégâts son armure, et donc ensuite réduire l'armure d'autant de dégâts. Si jamais son armure est supérieure à votre attaque, vous lui baissez de 1 son armure quand même. D'accord? De la même manière qu'un monstre, quand il vous attaque, si vous avez une armure qui est supérieure à son attaque, alors vous n'allez pas perdre d'armure, vous n'allez pas perdre de points de vie, mais vous allez perdre 1 point d'endurance, ce qui représente en fait le coup de fatigue que vous avez eu à encaisser le coup sur votre armure qui a absorbé les dégâts. Donc ça c'est pas mal parce que le combat ne s'éternise pas. D'accord? On n'est pas sur des lancers de dés qui vont s'éterniser. Il y a forcément, vu que vous chutez en endurance et que lui, même au pire des cas, quand vous donnez un coup, il va baisser de 1 son armure, ça va pas faire grand chose, mais ça va forcément avancer le combat. Et donc ça c'est plutôt cool. Truc très important, sneak. Donc en fait sur chaque combat, vous allez pouvoir essayer d'infiltrer et d'attaquer en premier le monstre pour essayer de lui faire des dégâts, en fait, comme si vous faisiez une embuscade. Sachant que lui aussi, il va y avoir des monstres qui ont le mot embuscade, ça va fonctionner de la même façon. Vous faites un test, vous avez marqué le nombre de résultats qu'il faut avoir et quel résultat il faut avoir. Donc vous faites un test de compétence de sneak, et donc en fonction du personnage, vous allez avoir plus ou moins de dés. Si vous réussissez, vous allez pouvoir choisir une attaque pour laquelle vous payez l'endurance à utiliser, une attaque physique, pas une attaque magique, une attaque physique, et vous allez pouvoir lui faire des dégâts directement. Donc ça c'est pas mal, ça permet d'entamer déjà l'armure, ou même parfois de le tuer directement. Si jamais il y a un mot embuscade, vous faites la même chose, c'est comme si vous faisiez un test d'infiltration en fait, ou de backstab, en fait, de sneak. Sauf que là, si vous le ratez, lui il va vous faire une attaque. Il va faire l'attaque qui correspond à celle avec le crâne, d'accord? Donc une grosse attaque, parce que c'est lui qui vous aura tendu une embuscade à ce moment-là. D'accord? Donc en fait, le sneak, il vous servira soit à tendre une embuscade à l'ennemi, soit à l'inverse, à éviter une embuscade de l'ennemi. Donc c'est pas mal, parce que c'est assez rapide, et ça vient bien dans la logique, on s'y fait très rapidement. Attention, tout à l'heure je vous ai dit, ici on a 2 rencontres, l'une derrière l'autre. Entre 2 rencontres, je ne vais pas regagner mes points de vie, mais je vais gagner mon endurance et mes points de magie. D'accord? On a une sorte de pause, c'est comme si on se baladait dans un réseau, comme dans le jeu vidéo où on reprend au fur et à mesure des points. Ici, ce sera le cas, on va gagner son endurance et ses points de magie, mais pas ses points de vie. Les points de vie, par contre, on va les gagner à la fin de notre tour, comme si c'était régénéré. D'accord? Mais par contre, vous pouvez très bien avoir des combats sur lesquels vous allez avoir plus d'un monstre en même temps. Vous avez 2 monstres seront en même temps retournés pour faire votre combat. Donc ça veut dire que le combat sera beaucoup plus compliqué et que vous ne récupérerez pas votre endurance ni votre magie avant d'avoir terminé ces 2 monstres. D'accord? Donc voilà, ça aussi c'est sympa. Le système de combat est vraiment très cool. J'aime bien, il y a les 3 types d'armures, ce qui permet de nous stuffer, de choisir les armes, parce qu'effectivement maintenant sur les armes, quand on sait qu'on a des types d'armures différents, vous voyez cette arme-là, on va choisir son attaque en fonction de l'armure qu'on a et de la personne qu'on a en face, du monstre qu'on a en face. Donc ça donne un petit côté tactique assez agréable. Sachant qu'évidemment, en fonction de l'attaque, on va dépenser différentes ressources, différentes énergies. Vous avez souvent sur les armes ou sur les boucliers une action où il n'y a pas de symbole, c'est une action de défense, qui vous permet en fait de parer et donc d'annuler complètement les dégâts. Et là, vous choisissez. Pourquoi on choisit? Une fois qu'on a fait notre première embuscade, là où on a évité une embuscade, le round de combat, c'est le monstre lance un dé, et en fonction du résultat, il va faire ce qui a marqué sur sa fiche. Et vous, à ce moment-là, vous décidez. C'est-à-dire que vous ne prenez pas tout de suite les dégâts, vous décidez de votre action. Si vous décidez de parer, par exemple, j'utilise mon bouclier qui est ici. Enfin, donc, là, ici, serait pour bloquer, ou de parer avec cette arme-là. Donc là, je dépenserai une endurance, je lancerai mes dés, et si je fais ça, ce symbole-là, à ce moment-là, je pars les dégâts, et je prends 0 dégâts. Mais c'est la fin de mon round, ça veut dire que j'ai choisi mon action. C'est-à-dire lui, son action, c'était l'attaque, et mon action, c'est la défense. Ça veut dire que le round suivant, hop, je relance un dé. Donc on peut passer comme ça des rounds à uniquement défendre, mais puisque à chaque fois que je vais défendre, je vais perdre de l'endurance, vous voyez qu'on ne peut pas tenir comme ça éternellement.
Donc en fait, c'est assez amusant parce qu'on va s'amuser à parer ou à dire ok, là, cette attaque-là, elle fait pas trop de dégâts pour moi, ou je peux la parer, ou je peux l'encaisser, et ça va me coûter que 1 point d'endurance par exemple. Et par contre, ça veut dire que moi je vais faire une attaque. Je vais pas choisir de faire une action de défense, mais je vais faire une attaque parce que j'ai pu encaisser les dégâts, ou j'ai pu dire que mon armure a absorbé, ou le monstre a raté. Donc on va être comme ça à attendre que le monstre rate, ou faire des faibles dégâts qu'on va pouvoir nous encaisser pour attaquer. Alors qu'évidemment, si lui fait une grosse attaque et qu'on risque de se prendre beaucoup de dégâts, on va choisir plutôt une action de défense, et quitte à passer le round comme ça et à dépenser de l'endurance uniquement pour faire la parade. Donc le système de combat est plutôt bien trouvé et intéressant, et il n'est pas trop répétitif, il n'est pas lassant, il est très agréable, et dès qu'on a des armes comme moi j'ai récupéré qui sont upgradées, et ben on commence à avoir des combats un peu plus rapides contre des monstres de niveau faible. À propos des monstres au niveau faible, en fait, ici, dans les tas qui sont dans les tas de monstres, vous avez en fait des monstres qui sont classés par niveau 0 jusqu'à 7. Et sur les plateaux joueurs, vous avez les niveaux des monstres qui peuvent être ici, qui sont indiqués ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois que j'ai combattu des monstres et que j'ai éliminé des monstres au niveau 0, par exemple, je vais les retirer du jeu. Si j'ai un de mes cubes qui atteint le niveau 1, une fois que j'aurai battu des monstres au niveau 1, je vais les retirer du jeu. Ils ne seront pas remis dans la défausse, ils ne seront pas mélangés au tas. D'accord ? Ça veut dire que les monstres, au fur et à mesure du chapitre et au fur et à mesure de l'histoire, ils vont augmenter de niveau. Donc voilà, c'était une présentation un peu rapide, mes premières impressions, c'est très agréable à jouer. J'ai pas encore assez de recul sur l'histoire globale et savoir si c'est intéressant en termes d'histoire. Parce qu'il n'y a pas non plus une grosse narration, donc on se la fait dans la tête, il faut la conserver. Et pour l'instant, vu que je me suis énormément focalisé sur le système, sur les combats et sur la façon de faire évoluer mon personnage, j'ai pas retenu toute l'histoire. Après, c'était plutôt simple, hein. On s'est fait trahir, je crois, on est pourchassé un petit peu, parce qu'on a quitté une contrée, et du coup, on doit essayer de sauver des compagnons. Et ce qui est marrant, c'est que les compagnons, en fait, ils sont représentés par un deck de cartes qu'on nous demande de mettre de côté au départ. Et il peut arriver des quêtes ou des événements qui font qu'on va en défausser. Ça veut dire qu'on va perdre des compagnons. Et en fait, les compagnons, ils ne nous serviront pas dans le chapitre 1. Par contre, dans le chapitre 2, tous ceux qu'on aura sauvés, ou tous ceux qui n'ont pas été éliminés, on va les réincorporer. C'est-à-dire que les différentes cartes qui vont appartenir à différents decks, on va les redistribuer pour le chapitre 2. Et ça veut dire que ceux qu'on aura sauvés, on va pouvoir les retrouver tout au long de l'aventure du chapitre 2. Donc c'est assez intéressant, par contre, ça au niveau impact des actions d'un chapitre par rapport à l'autre. Je crois que j'ai fait le tour un petit peu des mécaniques du jeu. La seule chose que j'ai pas parlé, c'est le marché. Alors le marché, c'est assez spécial. Le marché qui est ici. Vous avez donc ce qu'on va pouvoir acheter au marché, c'est ces 3 cartes-là et les ressources. D'accord ? Ici, c'est des trésors, donc on va les trouver ou en piocher en fonction des quêtes et des combats. Le marché, en fait, quand vous êtes dans une ville, donc dans les villes fortifiées, en plus de votre action du tour, vous avez le droit à une action de marché, enfin à des actions de marché. Vous pouvez faire plusieurs actions de marché. Donc vous allez pouvoir vendre des équipements pour gagner des pièces d'or, acheter, crafter, et ainsi de suite. Quand vous voulez acheter pour une action de marché, quand vous voulez acheter, vous regardez en fait dans votre place forte quel type de deck de marché vous avez le droit, et vous décidez sur quel type d'objet, quelle boutique vous allez voir. Mais pour pouvoir accéder à une carte, vous allez devoir payer une pièce d'or. Et là, vous allez retourner la première carte. Si vous avez la compétence speech, donc discussion, vous allez pouvoir en tirer une deuxième, une supplémentaire. Et puis après, vous allez pouvoir payer encore des pièces d'or, une pièce d'or pour découvrir une nouvelle carte. Une fois que toutes les cartes que vous avez voulues sont révélées, vous pouvez décider de les acheter. D'accord ? Ça veut dire que potentiellement, celle-là, pour l'acheter, si elle avait été dans le marché, j'aurais dû payer, donc c'est quoi comme... En plus, ça, j'aurais pas payé, c'était un trésor, mais celle-là, j'aurais dû payer une pièce d'or pour déjà la révéler, et payer 8 pour l'acheter. Ça veut dire que quand vous allez au marché, il faut quand même avoir un peu d'or avec vous. Et sur le début de la partie, sur la première partie, au tout début, vous ne savez pas trop. Moi, j'y suis allé au hasard et j'avais 5 pièces d'or. J'ai dit, bon, je vais voir si je peux acheter quelque chose. Mais en fait, vous ne savez pas ce que vous allez acheter. Donc j'ai posé la question sur les forums, et en fait, ce qui est contenu dans les marchés n'est pas caché. Vous pouvez très bien regarder ce qu'il y a dans le marché, vous mélangez le marché, et ensuite vous décidez ou pas
si vous voulez y aller, si vous voulez aller dans le marché ou pas. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'il y a comme objet, le niveau des prix, et si vous avez une chance de pouvoir acheter quelque chose. D'accord ? Donc c'est un peu... ça simule un peu la présence des choses qu'on pourrait trouver sur un marché, et ça veut dire qu'on n'a pas tout le temps la même chose, et qu'on n'est pas obligé de tomber tout le temps sur la même chose, et à attendre une arme systématiquement. Donc voilà, c'est un peu particulier. Moi au départ ça m'a un peu déstabilisé, je trouvais pas ça terrible, et puis au final, vu que je sais que je peux regarder le deck pour ensuite le mélanger et faire mon choix, ça va. Mais c'est vrai qu'au départ, vu que c'était pour moi c'était caché, je me dis mais c'est un peu idiot comme façon de faire. Voilà, donc pour l'instant Skyrim, une très bonne impression. D'accord ? C'est une très bonne impression. J'attends que ça décolle un peu en termes d'histoire. Ou en termes de façon de faire des quêtes, des choses comme ça. Pour l'instant, les quêtes, c'est plutôt des tests. Il y a parfois des choix. Voilà, c'est assez... Ok, je vois comment ça tourne et comment c'est tourné pour faire fonctionner ce jeu. Il n'y a rien de révolutionnaire, le combat est sympa, et un peu original d'ailleurs. Et ici, après, sinon, en termes de l'aventure, vous avez des trucs chapitrés et des quêtes. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction du nombre de joueurs, parfois on vous dira de retirer des cartes. Et si jamais vous piochez une carte dont le numéro n'est plus là, vous piochez la suivante. Et c'est pas mal fait parce que c'est une bonne mécanique, notamment pour cette carte là que j'ai récupérée, puisqu'en fait ça permet de faire des synchronisations sur les joueurs en fait, en termes d'histoire et d'aventure. Là, par exemple, c'est l'autre personnage qui avait récupéré une carte qui me disait il faut attendre que le premier personnage il vous demande de retourner votre carte. Et voilà, on a une quête où on doit se retrouver à Solitude. Et une fois qu'on sera tous les deux à Solitude, on retournera nos cartes et on verra ce qui se passe. Donc c'était mes premières impressions sur Skyrim The Adventure Game. À la prochaine. Ciao, ciao.